Nous applaudissons à la fois la recherche de notre collègue et le travail de lecture jamais simple d'une telle contribution. Nous avons devant nous près d'une demi-heure pour du débat, des questions aux orateurs de la tribune, des réflexions, en sachant que sur un certain nombre de points, nous reviendrons dans les sessions suivantes. Je ne vais pas utiliser mon fauteuil pour tout de suite poser des questions aux orateurs, je le ferai dans un second temps, mais s'il y a des prises de parole, n'hésitez pas à vous signaler et ensuite à utiliser le micro qui est devant vous. Non ? Patrice ? Ouais. Et juste parce que je crois que nous sommes enregistrés, présentez-vous brièvement pour que l'enregistrement. Merci. Bonjour, Patrice Beauvau, donc maître de conférence en histoire à Nanterre. J'ai été évidemment très intéressé par les présentations et l'introduction générale de ce matin. Et j'avais deux questions un peu générales. La première question, c'est qu'il me semblait que chez Léon Bourgeois, je ne sais pas s'il y a des éléments dans la réponse, il y avait des réflexions sur la notion de quasi-contrat. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la question des dommages de guerre? Donc ce n'est pas une question qui s'adresse simplement à Madame Tixier qui est absente. Et puis la deuxième question, c'est sur ce problème d'une forme de responsabilité sociale. On n'a pas évoqué les catastrophes naturelles, qui sont d'autres formes de catastrophes irrésistibles, et qui avaient particulièrement marqué la France au début du XIXe siècle, à travers l'éruption de la montagne Pelée en 1902 et les grandes inondations de 1910. Est-ce que ce sont des éléments qu'on retrouve dans les débats ou les réflexions, notamment des juristes ou des parlementaires, immédiatement avant la Première Guerre mondiale ou lors des débats sur l'adoption de la loi sur les dommages de guerre? Merci. Merci Patrice. D'autres questions de la salle? Non, alors je vous redonnerai la parole dans un deuxième temps, mais pour que nos orateurs aient un peu plus à nous répondre, j'en profite pour ajouter quelques questions aux deux premiers orateurs de cette session. Moi, j'ai été évidemment très intéressé par ce retour sur 1870-1871 qui nous donnait, au-delà des circonstances, à voir combien la personnalité de Thiers était aussi intéressante à relire dans ce contexte, et c'est aussi tout l'intérêt du travail avec une perspective moins juridique, mais en questionnant bien ces questions très politiques qu'a fait un collègue historien américain, Stephen Sawyer, récemment. Mais je me posais trois questions ponctuelles, alors qui sont peut-être toujours à la marge de la contribution, mais peut-être que des réponses sont possibles. Un, est-ce qu'il y a une mobilisation spécifique par rapport à cette question des dommages et des indemnisations des mairies d'arrondissement? Parce qu'on sait que c'est aussi une des dynamiques intéressantes, mais un peu complexes, à la fois dans la commune et dans les suites de la commune. Le deuxième petite question, est-ce qu'on a alors j'ai bien conscience qu'on sort dans ce cas-là de 70-71, mais est-ce qu'on a un contentieux spécifique, et si oui, sur quelle durée se développe-t-il? Parce qu'on sait aussi que dans différents sujets, on a parfois des contentieux qui sont sur longue période, et ça peut être des éléments de dynamique intéressants dans la mobilisation des acteurs autour de cette question-là. Et puis enfin, mais là la question sort totalement de 70-71, est-ce qu'on sait si on a au-delà de l'argument état de guerre, état de siège, qui est évidemment très mobilisé, est-ce qu'on a des mobilisations explicites de ces expériences de 70-71 en 14 ? Et dans les débats de 14 jusqu'à la loi de 19, il se trouve que sur d'autres sujets que je connais un peu moins mal, alors qu'il y a parfois des liens assez directs dans les formes de mobilisation de l'État, on a parfois dans les discours politiques aucune référence explicite, avec pas simplement un effet de passage de génération, mais un effet de mise à distance du type d'expérience politique qu'implique le premier conflit mondial par rapport à la guerre de 70. Donc là, je m'interrogeais en entendant cette contribution et dans le cadre du colloque. Et puis, notre collègue à ma droite, je m'interrogeais, j'ai été évidemment très intéressé par le fait que vous rappeliez qu'il y avait bien sûr ce radicalisme solidariste, mais qu'il n'était vraiment pas le seul à être mobilisé sur ces questions-là, qu'on avait pour une part des catholiques sociaux plus ou moins conservateurs, parce que Marin peut s'inspirer parfois du catholicisme social, mais quand même aussi une figure ouvertement conservatrice, Viviani avec une partie effectivement des socialistes indépendants, et donc je me demandais par rapport à ces questions-là, est-ce qu'on pouvait ou non, d'après vous, et je veux dire
question s'adresse aux trois personnes à la tribune à mes côtés. Est-ce qu'on pouvait ou non réutiliser l'expression de nébuleuse réformatrice qu'avait mobilisée, mais pas seul, dans un travail collectif, notre collègue Christian Topalov, un sociologue qui avait dirigé un important travail, parce qu'au fond, on voit bien que toutes les questions qui ont été évoquées ici résonnent assez directement avec des questions qui traversent les débats politiques de cette Troisième République d'avant 14, et en particulier, c'était l'évocation de la dernière contribution sur les questions de droit social, mais évidemment, cette place du droit social, elle est ô combien débattue par différents acteurs, et pas seulement par les porteurs de la doctrine, mais aussi par toute une série d'acteurs politiques, administratifs et syndicaux. Et de ce point de vue-là, je me demandais si on pouvait aller un peu plus loin, de même que dans la dernière contribution, lorsqu'il était évoqué le nom d'une des grandes figures du Sénat d'alors, puisque juste avant la guerre, il en est un des vice-présidents, Eugène Touron. Touron est quand même d'abord la grande figure au Sénat de représentation des intérêts économiques qui, avec une efficacité très nette, réussit à bloquer la plupart des lois sociales avant la Première Guerre mondiale au Sénat, dans ce système. Parce que pourquoi est-ce que Bourgeois veut tant un texte de transaction ? Ce n'est pas simplement sur le côté consensuel du contexte de guerre, c'est aussi parce que le bicamérisme égalitaire implique d'arriver à un texte d'accord. Et que quand il n'y a pas de texte d'accord, les lois sont bloquées. C'est quand même toute l'histoire de la décennie qui précède la Première Guerre mondiale, dès qu'il s'agit de questions liées au droit social. Donc je me demandais si on pouvait aller un peu plus loin dans cet esprit-là. Je vais donc donner la parole pour une série de réponses, et puis malgré tout, je redonnerai la parole à la salle pour une deuxième série de questions. Bien, alors merci pour les questions. Peut-être juste sur la question du quasi-contrat et du solidarisme, moi je vois assez bien quand même un écho avec tu l'as d'ailleurs évoqué, enfin Madame Tixier l'a évoqué à travers toi, la question du mutualisme qui est très proudhonien quand même. J'ai un malin plaisir à parler de Proudhon ici, donc tout ça me paraît très proudhonien dans son esprit aussi, mais on sait qu'effectivement les liens du solidarisme avec le proudhonisme sont, disons, devraient être précisés. Sur les mairies d'arrondissement, oui, évidemment, elles sont aux premières loges, et c'est ce qu'explique en particulier Corbon lors de son audition par la commission d'enquête à l'été 71. Il était maire du 15e arrondissement et il a créé effectivement une commission des bombardés. Il est averti dès qu'il y a un bombardement dans son arrondissement pour y aller et essayer de se débrouiller. Et on sait par ailleurs que, et j'en disais un mot très rapidement, mais il y a des réquisitions d'appartements qui sont organisées pour loger les victimes des bombardements. Donc effectivement, les maires d'arrondissement sont très impliqués dans cette question. Ils doivent réagir immédiatement. Sur le contentieux, alors j'avoue que le travail que je vous ai présenté est un travail encore un work in progress, donc il faut aussi que je poursuive la réflexion. Le contentieux se développe. Il est encore assez important en 1974, lors de l'adoption de la loi du 28 juillet, et c'est précisément du fait de ce contentieux qu'il faut accorder de nouveaux dédommagements. J'ai l'impression qu'il se poursuit jusqu'à la fin des années 70. Et il faudrait voir si, avec les lois d'amnistie, parce que le fond du problème, et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'effectivement, on évalue assez vite les dommages, mais il faut que les victimes se fassent connaître et fassent connaître effectivement les dommages qu'elles ont subis. Or, on sait qu'avec la répression de la commune, et alors, il y a énormément de morts, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont immédiatement envoyées en déportation. Et la question serait intéressante de savoir si les personnes revenant, quand elles reviennent, si certaines ont essayé de réactiver justement
un certain nombre de revendications tenant aux dommages qu'elles auraient pu subir, avec toutes les difficultés évidemment qui se posent à cet égard, hein, bien entendu. D'autant sur ce point qu'il y a les déportations, mais aussi les exils. Oui. Et donc Voilà, le et les retour exils, d'exil bien sûr. peut donner encore une chronologie différente. Bien Donc, sûr, absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut évaluer tout ça dans des temporalités finalement à affiner pour moi. Quant à la mobilisation des expériences de 70-71 en 1914, alors j'avoue que là je comptais un peu égoïstement sur le colloque pour le savoir, dans la mesure où il ne me semble pas, même sur la loi de 14, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup été question du précédent de 70-71, mais peut-être est-ce que vous avez une idée sur ce point? Et juste un mot, puisqu'on vient de reciter Proudhon, on peut aussi citer, ça n'a pas été fait à l'oral, mais c'était dans la version écrite, citer Georges Sorel pour son très intéressant texte exhumé par Michel Pratt sur la question de la neutralité belge et qui est cité, que vous pourrez retrouver dans la version écrite de la communication de mon voisin. Mais je lui donne la... Merci. Alors, effectivement, sur la question du précédent de 70, oui, ça paraît quand même assez nettement. C'est vrai qu'on en parle assez souvent. Alors, pas en détail, peut-être pas assez exactement. Il y a une sorte de mythe aussi du précédent de 70. Notamment, on n'insiste pas assez sur le fait que, finalement, l'indemnisation même de secours a été quand même assez large et assez efficace. Donc, c'est une sorte de repoussoir. Voilà. Bon, c'est vrai. Après, sur d'autres questions, d'abord, très rapidement sur la question du quasi-contrat, donc on va faire la réponse la plus simple possible. Oui, effectivement, c'est très central dans la question, dans la pensée de Bourgeois, et notamment dans la question des dommages de guerre. Peut-être puis-je par contre répondre un peu mieux à la question de l'association des différents cas de calamité. Effectivement, il est vrai que, comme je l'ai un peu dit, dans la pensée classique de la guerre, on a vraiment la guerre qui apparaît comme la calamité par excellence et qui est tout à fait associée à d'autres types de calamités. Alors, on peut imaginer toutes les catastrophes naturelles imaginables. Et je me rappelle surtout de cette phrase assez intéressante. Alors, je vais recourir à l'argument d'autorité, bien sûr, lâchement, mais c'est la phrase prononcée par Louis Sarru, à l'époque était procureur général, par la suite premier président de la Cour de cassation, à l'occasion du débat sur l'indemnisation des réquisitions militaires. Et il expliquait que pour lui, la guerre et donc tous les dommages, au sens très large, donc même les réquisitions militaires causés par la guerre, étaient des dommages liés à des catastrophes, à des calamités, et qu'ils ne pouvaient pas être réparés largement par l'État, parce qu'il y avait forcément un fatalisme à observer par rapport à ces questions. Alors, on sait que la question sur les calamités n'est pas vraiment explorée par la doctrine qui s'intéresse au moment de la guerre sur la réparation des dommages de guerre. C'est un parti pris politique. On veut effectivement indemniser les dommages de guerre, mais par contre, la doctrine plus récente, celle qui travaille aujourd'hui sur ces questions-là, très nettement est revenue sur la question plus générale de toutes les calamités. Et c'est pour cela aussi qu'il y a une dimension un peu incertaine aux travaux doctrinaux sur la Grande Guerre et sur l'indemnisation, puisqu'on ne va pas vraiment totalement construire un régime juridique solide, rigoureux, pertinent. Mais par la suite, la dimension d'indemnisation, de garantie de l'État va être beaucoup plus nettement affirmée. Et dans ce cadre, effectivement, on pourra rapprocher tous les régimes effectivement d'aide ou d'assistance, de réparation face aux calamités. Voilà. Alors oui, la question que m'est posée sur la nébuleuse réformatrice, oui, je pense qu'effectivement, on est, là oui, Marin, effectivement, personnage assez lié aux républicains très conservateurs, c'est vrai. Et donc, en effet, il y a dans ce mouvement solidariste au sens très très large, donc à tous ceux qui se réclament de la solidarité, notion malléable, effectivement, l'existence de ce que d'ailleurs par la suite on verra, ce seront les non-conformistes années 30, c'est des gens qui vont osciller effectivement de droite à gauche, extrême droite, sans bien trop savoir effectivement où ils se situent et sans que l'on puisse vraiment dans les destins individuels vraiment trouver une cohérence vraiment certaine dans leur positionnement politique, mais ce sont des questions, ces questions d'un centre introuvable effectivement, d'une
d'une volonté très nette de ne pas sombrer dans le collectivisme socialiste, mais de ne pas accepter les excès du libéralisme ou de l'individualisme. Donc on a en effet une hésitation politique qu'on a pu retrouver donc par la suite de la génération des années 30, des personnalistes, tous ces gens-là, et effectivement qui existent aussi pour les personnes qui réfléchissent sur la question des dommages de guerre. Merci. Ça mériterait un long débat, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse totalement les identifier de la même manière, y compris en termes de positionnement politique, même si les effets de réflexion intellectuelle sont tout à fait intéressants. Mais ce serait presque un autre débat. Je ne veux pas l'ouvrir à cette heure de la matinée. Je donne la parole à Guillaume Richard dans la tâche complexe de devoir. Voilà, double statut des réponses, du coup. Alors, peut-être sur un premier point, sur le quasi-contrat et bourgeois, en espérant ne pas trahir, disons, ce que Caroline Tixier disait dans sa communication. Je pense que l'idée du quasi-contrat chez Bourgeois est très importante pour l'idée que au fond, l'individu existe déjà, naît au moment de sa naissance, il est déjà immergé dans un ensemble de relations sociales ou socio-juridiques, ce qui permet d'appuyer un point de vue, et je pense que ça ressort un petit peu de la communication de Caroline Tixier, le point de vue de Bourgeois sur les dommages de guerre est quand même avant tout, même si on cherche à ménager l'individualisme, on considère d'abord le côté social ou la collectivité dans son ensemble, disons. Et c'est ça qui permet de dire qu'il y a d'emblée des liens qui peuvent être des liens favorables ou des liens au contraire de charge qu'il faut équilibrer, mais qui sont le résultat du fait que la naissance se fait toujours à un moment où il existait déjà quelque chose avant. Et il y avait déjà une société avant, des générations précédentes qui sont déjà là ou qui ont laissé quelque chose aux générations qui naissent. Et donc c'est ça qui, de ce que j'en comprends en tout cas, hein, la question du quasi-contrat se retrouve pour justifier l'importance de l'approche collective, disons, ou de l'approche sociale des dommages de guerre. Après, je ne sais pas, il faudrait voir dans la version longue du texte de Caroline Tixier où elle donnait ses références. Je ne suis pas sûr que la notion de quasi-contrat elle-même intervienne, je ne crois pas, dans les interventions de Bourgeois à la Chambre, hein, au moment de la discussion sur les dommages de guerre. Donc là, c'est une reconstruction à partir des textes théoriques de Bourgeois. Peut-être un mot sur la question des catastrophes ou des catastrophes naturelles. Pour ajouter, alors si notre collègue italienne parvient à arriver demain, on aura une communication sur l'Italie qui devrait aborder la question, le rapport entre la question des dommages de guerre et la question des catastrophes naturelles, en particulier pour l'Italie des tremblements de terre, puisque en Italie, il y a une sorte d'effet de concurrence dans l'indemnisation entre certaines régions, et je pense qu'il y a aussi au niveau des mécanismes, des mécanismes un peu similaires qui sont envisagés. Pour ce qui est de la France, là, je renvoie à ce qu'a pu dire Yann Le Foulgoc. Un point sur la question de la mobilisation de la guerre, de l'exemple de 70-71 au moment des débats de la Première Guerre mondiale. Alors, on a effectivement une présence assez récurrente, sinon omniprésente, de la question, enfin de la législation de 70-71 au moment de la Première Guerre mondiale. Mais en général, effectivement, pour s'y opposer. C'est-à-dire que les juristes ou les hommes politiques de l'époque de la Première Guerre mondiale ont tendance à considérer que le système de 71 est précisément ce qu'on ne veut pas faire en 1914. Et le thème, l'opposition qui est en général mise en avant, c'est celle entre le secours et le droit. En 71, il n'y avait qu'un simple secours de l'État. L'État donnait un peu d'argent à droite à gauche, mais en fonction de son bon vouloir et de son bon plaisir, ou en fonction de critères qui ne sont pas des critères d'égalité par rapport à la situation des sinistrés. Du coup, certains sinistrés n'ont pas pu être indemnisés sans raison particulière. Au contraire, en 1914, on cherche à fonder un droit. Et donc, 71, c'est un contre-exemple, c'est ce à quoi on veut s'opposer. Et la référence qu'on va plutôt mobiliser positivement, c'est la référence à la Révolution française et aux deux lois ou décrets de 1792 et 1793 de l'Assemblée législative et de la Convention. Et du coup, avec une continuité ou au fond d'une réalisation des principes révolutionnaires, enfin, en 1914, alors que tout le 19e siècle aurait été contraire à cette idée. Et ça me permet d'ajouter sur le contentieux, alors je n'ai pas plus non plus de références précises qu'Anne-Sophie a données, mais il y a effectivement plusieurs décisions du Conseil d'État ou je crois aussi du Tribunal des conflits dans les années 1870 sur la question des indemnisations.
notamment pour, ce qui prolonge la question du secours, pour trancher si il y a droit à réparation ou pas. Et en gros, la décision du tribunal des conflits du Conseil d'État est plutôt de dire que les sinistrés n'ont pas de droit à réparation. Donc soit ils rentrent dans des clous qui ont été prévus par les différents régimes que tu as rappelés, soit il n'y en a pas, et de toute manière, il n'y a pas de droit général à réparation, donc tant pis pour eux. S'ils ont subi un dommage du fait de la guerre, mais que ça ne rentre pas dans les clous, eh ben, ils n'ont droit à rien. Et puis peut-être rapidement un dernier point sur la nébuleuse réformatrice. J'ai effectivement l'impression qu'on peut voir, enfin l'hypothèse en tout cas que je ferais, c'est qu'au moment de la guerre de 14, autour de cette question des dommages de guerre, c'est sans doute pas le thème le plus mobilisant, disons, pour la nébuleuse réformatrice, mais c'est aussi un thème où on a des connexions qui se font. L'Arnaud, dont il a fait des interventions, comment s'appelle, la Société Générale des Prisons, enfin j'ai plus le nom exact. Bref, il fait le lien lui-même, l'Arnaud fait le lien entre la législation sur les dommages de guerre et plusieurs législations qui ont pu être mises en avant à l'époque par cette nébuleuse réformatrice. Ce qui est frappant aussi, c'est les connexions qui sont faites, pas seulement entre juristes, mais en fait, on associe des juristes, des économistes, des ingénieurs, des urbanistes, des architectes, et évidemment des forces économiques qui sont aussi très présentes, notamment par le relais du Comité national d'action et par le relais du Sénat. Et en ce sens-là, alors il y a sans doute plusieurs tendances un peu contradictoires dans les mobilisations autour des dommages de guerre, mais il y a peut-être une sorte de dernier moment d'une mobilisation qui n'est pas liée à un savoir en particulier, mais qui associe différents savoirs juridiques, économiques et autres, avant ce qui serait peut-être une forme de marginalisation des juristes plus prononcée dans l'entre-deux-guerres. Il faudrait tester l'hypothèse, mais assez clairement, en tout cas, la dimension économique et financière va prendre le dessus sur la question des dommages de guerre dans l'entre-deux-guerres. Et du coup, les juristes du Comité national d'action vont être beaucoup moins aux avant-postes qu'ils n'avaient pu l'être pendant la guerre. Je rebondis quand même sur effectivement la mobilisation des lois de 1792-1793. Il est certain qu'en 1871, c'est un vrai problème et une vraie difficulté. Là, il y a vraiment des conflits mémoriels qui mobilisent la mémoire républicaine. Les communards l'ont un peu fait, en particulier ils sont divisés, les Proudhoniens en sont sortis quand il s'est agi en particulier de constituer un comité de salut public. Et donc dans la mesure où la mobilisation de la Première République a été largement activée par la Commune, il est évident qu'à la Chambre, il est très difficile de mobiliser ce souvenir-là. Donc les républicains, qu'on appellera ensuite les républicains de gouvernement, se trouvent quand même très très mal à l'aise sur cette mémoire de la République dans l'été 1871, après ce qu'on a fait, ou ce qu'en ont fait certains communards. Je ne voudrais priver personne. S'il y a d'autres... Oui, je vous en prie. Bonjour, Guillaume Carnet, doctorant contractuel à l'Institut d'histoire du droit de l'Université Paris 2. Ma question porterait sur la deuxième intervention, donc sur cette périlleuse solidarité et sur l'évocation des différents fondements qui ont été théorisés pour essayer de la définir. Et du coup, savoir si, selon vous, le législateur de 1919 tranchait la question et si oui, sur quel fondement il tentait de définir cette solidarité nouvelle. Jean-Luc Mastin, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Paris 8. C'est moins une question qu'une remarque à propos du remploi qui montre que le remploi vise que l'indemnisation des dommages de guerre vise la reconstitution, notamment la reconstitution industrielle. Mais le débat ne vise, d'après ce que j'ai compris, pas seulement sur obligatoire ou facultatif, mais aussi sur la localisation du remploi. Et ça, c'est important parce que j'ai cru comprendre quand même que donc il y avait deux positions différentes, la faculté de remployer en dehors des régions dévastées ou obligatoirement à l'intérieur des régions dévastées, et la loi de 19 en fait donc fait l'obligation de remployer à 50 km du sinistre, mais en dedans des régions dévastées. Et j'ai cru voir que ce débat était lié au fait que
beaucoup de sinistrés avaient délocalisé leurs affaires en France dite libre à l'époque, hein, c'est-à-dire non occupée. Et que donc, dans le contexte d'une concurrence entre régions, celles qui sont sinistrées et celles qui ont profité des investissements de guerre venus du Nord et de l'Est, le débat est très vif. Autre question ou remarque? Je vous en prie. Oui, tout à l'heure, lorsque j'ai entendu évoquer les sommes qui étaient demandées ou qui étaient dues à la ville de Paris par le budget de l'État, alors bien sûr, elles sont réduites ou minimes par rapport aux 5 milliards de francs or que la France a dû verser en indemnité de guerre à l'Allemagne. Mais moi, je me demande tout de même comment tout ceci est financé au budget de l'État. Parce que, en plus de ça, en période de guerre, il est bien évident qu'il y a un certain ralentissement économique, pour le moins, même si une partie des impôts ne sont pas directement liés à la richesse, revenus ou bien taxes sur le chiffre d'affaires, par exemple. Il y a tout de même quand même un problème qui se pose là. Il me semble qu'il n'est pas évoqué. Et on retrouve d'ailleurs plus tard, notamment après la guerre de 14, après la Première Guerre mondiale. Et là, on a une quantité de travaux et d'écrits, notamment de Gaston Gèze, qui se pose la question du financement et du débat emprunt-impôt, impôt-emprunt, etc., qui est un débat récurrent, mais qui se pose de façon particulièrement aiguë à ce moment-là. Alors ça, c'est une première question. Je trouve qu'elle n'est pas du tout évoquée. Et il est évident que le financement par l'impôt, alors il est implicite dans tout ce que l'on a dit sur la solidarité, mais le financement par l'impôt, s'il met en œuvre normalement la solidarité de la nation. Et puis la deuxième question que je me pose, c'est on parle beaucoup des dégâts, des destructions, des indemnisations. Mais qu'en est-il d'une question qui n'est pas encore abordée, peut-être qu'elle le sera demain, j'en sais rien, ou cet après-midi, c'est la question des profits ou des bénéfices de guerre, qui sont quand même importants, qui a été stigmatisé, qu'il est régulièrement à chaque guerre, mais surtout qu'il a été pas mal après la Première Guerre mondiale en particulier. Voilà. Merci. Je redonne la parole à la tribune. Sur ce dernier point, on a un bon connaisseur de cette question qui a pris la parole juste avant, et on a un certain nombre de travaux que j'évoquais en ouverture du Comité pour l'histoire économique et financière de la France sur la question des bénéfices de guerre. Mais je redonne la parole peut-être encore dans l'ordre des interventions. Oui, effectivement, il y a un vrai problème à cet égard et on ne cesse effectivement d'expliquer que le Trésor ne pourra pas consentir des sacrifices sans fin. Et c'est aussi par ça qu'on justifie finalement les restrictions légales qu'on fait à ces indemnités. Il est question effectivement d'impôts et d'autorisation des municipalités à prélever des centimes additionnels. Il en est beaucoup question, effectivement. Ça n'apporte pas grand-chose, on est bien d'accord, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et puis on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives privées qui sont faites pour proposer des emprunts. Et j'avais... mais ça reste à creuser. J'ai vu un auteur qui veut profiter justement de la guerre de 70 et de la question des remboursements pour essayer de dupliquer un modèle anglais, alors que je n'ai pas bien compris de financement. Et l'idée serait de faire de transposer en France une espèce de système un peu bancaire à l'anglaise. Donc il faut encore que je creuse cette question, mais ça n'arrivera alors là pour le coup qu'en conclusion du propos écrit. Voilà, mais ça donne lieu de cette question des modalités du remboursement, ça donne lieu effectivement à des tas de questions. Ça ne rentrait pas exactement dans mon propos, mais effectivement c'est une question qu'il faudra aborder en conclusion. Merci. Alors, réponse un peu globale, effectivement, à ces deux questions. Alors, effectivement, je pensais tout à l'heure avec le dernier propos du professeur effectivement Richard sur la place des juristes dans la suite effectivement des débats politiques. Et c'est vrai qu'il y a eu un article assez récent du professeur Foulquier qui justement soulignait peut-être une défaite intellectuelle ou en tout cas
dans la puissance, effectivement, d'impression de la pensée juridique sur les débats politiques par la suite. C'est possible, oui. Ceci dit, effectivement, il y a quand même des héritages qui vont pouvoir être tirés de tout cela, notamment, bien sûr, au niveau de la pensée financière, hein, Gaston Gèze surtout, qui va, en effet, consacrer de très nombreux et très intéressants travaux qui vont lui permettre de développer toutes les conséquences, même s'agissant du service public, à partir des considérations des acquis de la guerre. Sur le financement, effectivement, ça a posé de gros problèmes, et je l'ai un petit peu rappelé au départ avec les considérations du traité de Versailles. L'idée d'un financement des dommages de guerre qui, effectivement, avait été central en 1870, c'était l'argument principal de Thiers. C'est je dois penser à l'intérêt du Trésor, je dois, dans un souci de bonne administration, effectivement, limiter les pertes pour un État déjà fragilisé, déjà par le fait de la guerre. Et ces débats ont quasiment disparu lors de la discussion sur la loi d'indemnisation. Parce qu'on avait quand même cette idée qu'au final, l'Allemagne paiera. Et ce sera la phrase de Clémenceau, de Klotz, bon, l'Allemagne paiera, bon, on le sait, c'est très connu, mais l'Allemagne n'a pas payé. Alors effectivement, ça a pu poser des difficultés, même si, alors voilà, donc effectivement, c'est assez problématique. Et on sait d'ailleurs que la France aussi a eu du mal à recourir vraiment à l'impôt, en tout cas dans les premières années de guerre, notamment par rapport à l'Angleterre. On sait que l'Angleterre, je crois, le chiffre exact, je n'ai plus en tête, je crois que c'est 34% de l'effort de guerre financé par l'impôt, la France beaucoup moins, autour de 14 ou 16%. Enfin, c'était très problématique. On a recouru à l'emprunt et ça a été aussi l'une des sources de nos difficultés financières par la suite. Et donc, sur la question effectivement de la nature juridique de cette loi, comme je l'ai dit, effectivement, la nature juridique est assez mixte, assez complexe. Elle n'est pas vraiment identifiée. On propose des fondements, on tente d'obtenir une solution matérielle, bon, mais effectivement, la solution, et en réalité l'analyse, pour ça que j'ai cité Karen Malberg, c'est une analyse très positiviste de la question qu'il faut tout retenir, c'est le législateur qui va créer un fondement particulier à partir de sa propre volonté. Ce que l'on peut en tirer, c'est très probablement effectivement cette idée un petit peu mixte d'une protection tout de même sensible des intérêts individuels et des vieilles conceptions de la propriété, hein, avec cette intervention du Sénat qui va un petit peu recadrer les ambitions trop socialisantes du projet initial, mais avec effectivement une ouverture qui sera beaucoup plus nette, hein, d'ailleurs dans les législations suivantes. On sait que le principe effectivement de solidarité est beaucoup plus nettement affirmé dans le préambule de 46. Il y aura beaucoup de thèses effectivement qui vont être rédigées après la Première Guerre mondiale et surtout aussi après la Seconde Guerre mondiale, qui vont beaucoup plus nettement accepter la perspective du remploi, toutes ces perspectives qui effrayaient beaucoup les juristes en 1910-14 jusqu'à 1919. Merci. Deux mots juste avant de donner la parole à Guillaume Richard. On retrouve ces questions de financement très présentes au moment de la loi de 1946, parce que justement là, le poids de l'expérience de la Première Guerre mondiale est mobilisé. Et Karen Salvador le dit explicitement que les jugements qui ont considéré la loi de 19 comme trop généreuse sont des préoccupations pour les acteurs, hein, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et puis sinon, Jean-Luc Mastin avait complètement raison de réinsister sur cette dimension territoriale. Elle est aussi très présente à la sortie de la Première Guerre mondiale pour le monde industriel, mais aussi pour le monde agricole. Hein. C'est tout le devenir de la zone rouge qui, évidemment, se pose grandement dans un moment de changement assez profond de l'agriculture. Guillaume Richard. Alors, il y a déjà eu beaucoup de réponses. Je vais me contenter aussi de répondre sur la question du remploi ou de repréciser quelques points sur la question du remploi. Effectivement, l'objectif du remploi et l'objectif, en rendant le remploi obligatoire, c'est clairement l'objectif économique du redémarrage des régions sinistrées et éviter que toute la production économique soit délocalisée, comme ça a été en partie le cas du fait de l'occupation, que toute la production économique se retrouve dans les régions qui n'ont pas subi la guerre et qui bénéficieraient doublement de la guerre, d'une certaine manière, en ayant été épargnées par la guerre et en profitant du décalage de l'économie ou du déplacement de l'économie industrielle. Et donc, il y a vraiment ce souci omniprésent de faire qu'après la guerre, les régions sinistrées puissent redémarrer sur le plan économique.
la question du remploi elle-même sur le plan juridique, c'est vraiment l'idée d'une reconstruction à l'identique, ou en tout cas d'une utilisation de l'indemnité pour reconstruire à l'identique, toute la question étant de savoir ce qu'on appelle reconstruction à l'identique. Et c'est là que les débats vont pas seulement effectivement porter sur la question du caractère obligatoire du remploi, le Sénat s'y opposant, mais sans rentrer dans les détails, on va aboutir à un système qui rend le remploi tellement favorable que vous êtes quand même très incité à l'adopter. Mais on va aussi assouplir, disons, les conditions même du remploi, en faisant que le remploi n'est pas forcément une reconstruction à l'identique sur le lieu même. Je crois que dans la version de la Chambre des députés, dans le texte adopté par la Chambre des députés, la reconstruction d'un immeuble devait se faire, me semble-t-il, dans la même commune. Et effectivement, on va passer à une zone qui reste quand même la zone sinistrée, avec cette limite des 50 km, mais qui permet d'élargir, d'assouplir un petit peu la condition de remploi, parce que c'est pas forcément intéressant de reconstruire l'usine exactement au même endroit, où ça peut poser un certain nombre de problèmes ou de difficultés. Et donc, on assouplit les conditions, mais en faisant quand même que le remploi, s'il a lieu, se fait dans la zone qui a été globalement touchée par la guerre. Merci pour ces débats, merci pour votre attention tout au long de cette matinée. Que je n'avais pas prévu de présider, comme vous l'aurez bien compris. Nous reprendrons nos travaux dans cette même salle à 14h30, et cette fois-ci sous la présidence de quelqu'un de bien meilleur connaisseur de ces questions-là, Maître Barthélémy, et ça sera un autre membre du comité d'histoire du Conseil d'État et de la juridiction administrative qui présidera nos travaux de cet après-midi.